comment apprendre à communiquer, comment apprendre à transmettre les chiffres avec tous les moyens qu'on peut connaître actuellement. Et Phil nous fait l'honneur en fait d'animer cette partie. Donc je vous laisse la parole à Jean-Philippe. Bonjour à tous, je suis très ému d'être là parce que j'ai découvert le monde des études il y a un peu plus il y a 2 ans, à la Journée nationale des études. Et aujourd'hui, je viens vous parler pour donner un retour d'expérience sur comment réinventer les études consommateurs avec les nouvelles technologies, et notamment les technologies connectées. Donc je suis consultant freelance. Beaucoup des slides que vous allez voir passer, d'ailleurs, vont passer sur mon compte Twitter dans les minutes qui viennent. Je suis consultant freelance pour aider les annonceurs et les instituts d'études dans leur évolution autour des nouvelles technologies. Aujourd'hui, la question c'est quelle technologie pour réinventer les études consommateurs. On a beaucoup parlé, on a baigné dans le digital avec les smartphones, les applications. Maintenant, on parle beaucoup dans les instituts de big data. Mais l'avenir, c'est de capter les comportements des consommateurs avec de l'électronique, avec des capteurs, avec des caméras, et d'analyser l'ensemble de ces données. Alors d'abord, ce qui m'a aussi donné envie de m'intéresser au domaine des études, c'était ma femme qui est randonneuse, qui était sur les chemins de Compostelle depuis une semaine, et qui me téléphone un soir et qui me dit « Jean-Philippe, hier tu n'as pas dormi à la maison ». Et je lui dis « Mais ma chérie, comment sais-tu que je n'ai pas dormi à la maison hier ?» Et une voisine t'a dit que j'avais dormi chez moi et pas chez nous, comment sais-tu? Elle m'a dit non, c'est un capteur qui me l'a dit, et en fait, je me suis posé la question de savoir quel capteur j'avais chez moi qui pouvait éventuellement avoir donné une information sur le comportement, mon comportement, à mon domicile dans un lieu privé. Quel capteur avait pu donner ça? Est-ce que c'était le capteur de température? Alors notre maison est très équipée en domotique. Est-ce que c'était le capteur de température de mon thermostat Nest qui avait indiqué que la température n'allait pas bouger alors que quand on rentre, le thermostat monte la température? Est-ce que c'était le capteur sur la porte d'entrée qui me permet de connaître les horaires de ma femme de ménage qui avait pas bougé depuis 48 heures? Est-ce que c'était mon nouveau compteur d'électricité EDF Linky qui connaît ma consommation électrique, où le signal électrique de cette consommation montrerait que je n'ai pas allumé la lumière? Non, en fait c'est très simple, on a une balance dans la chambre à coucher, qui est une balance de marque Withings, qui est un objet connecté qui permet de se peser tous les matins, à heure fixe. Dès que je sors du lit, je me pèse. Cette balance contient un capteur de dioxyde de carbone, puisqu'il permet de conseiller les utilisateurs sur la qualité de l'air intérieur, et nous dit parfois, la qualité de l'air, il y a trop de dioxyde de carbone dans votre chambre, si vous voulez bien dormir, ouvrez la fenêtre. Aérer votre pièce. Et donc quand on dort à la maison, on voit, puisqu'on inhale de l'oxygène, on exhale du dioxyde de carbone. Quand on dort à la maison, le capteur de CO2 indique qu'une personne exhale du CO2. Si j'avais ramené ma maîtresse à la maison, que je vous présenterai un jour, on aurait vu la courbe de dioxyde de carbone représenter l'exhalation de 2 personnes. Et donc je n'avais pas dormi à la maison. Ma femme sur les chemins de Compostelle a consulté son application sur son smartphone en marchant, et elle a dit tiens, il n'y a pas eu d'exhalation de CO2, personne n'a dormi à la maison dans cette chambre. Donc à partir de là, je me suis dit qu'il y avait moyen, avec des capteurs non intrusifs, de pouvoir comprendre énormément de comportements. Imaginez qu'on place des capteurs un peu partout et on pouvait inventer quelque chose. Et donc, j'ai créé il y a 1 an et demi à peu près la société Watson, qui était une expérience où on a essayé de voir s'il était possible de reproduire l'expérience caméra conso de Findus, qui avait été réalisée en 2005, qui observait des consommateurs chez eux en plaçant des caméras, mais avec des techniques modernes, et en élargissant cette observation à des centaines ou des milliers de consommateurs dans le monde, de les filmer 1 à 2 semaines, voire plus, c'est-à-dire beaucoup plus longtemps qu'il était possible jusqu'à présent, pour développer des logiciels et des algorithmes pour pouvoir analyser cette masse de vidéos, puisque observer autant et filmer autant nécessite des logiciels. On s'est rendu compte que c'était tout à fait possible, et on a démontré qu'il était possible de créer une sorte de médiamétrie des études qualitatives et d'ubériser l'observation des comportements à domicile. Ça fonctionne. Il y a d'ailleurs un article également de Christophe Rebourg de InProcess qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, qui m'avait convaincu de l'importance de l'observation des comportements des consommateurs à domicile. Donc merci Christophe.
Cette approche a fait peur, donc on plaçait des capteurs dans la maison et on arrivait à observer une personne a bu, une autre personne a fait ci, a fait ça, on place des capteurs sur une bouteille de Coca-Cola, on sait qu'elle a bougé, on veut analyser le mode de décision des consommateurs entre est-ce que je consomme des surgelés ou des légumes frais. Il suffit de placer des capteurs sur la porte du frigo, du congélateur pour avoir un certain nombre de choses. Et donc on arrive à observer tout ça, et les objets qui ne sont pas connectés, on les connecte. Alors ça a fait peur en France à un certain nombre de personnes. Une caméra dans ma cuisine pour une étude consommateur, j'espère qu'on ne verra pas mes bigoudis. Alors qu'en fait on s'est rendu compte que le vrai marché était surtout en Chine, où en Chine, du fait de la culture chinoise, il y avait un besoin d'observer plutôt que de leur faire déclarer des choses, les focus group ne marchent pas très très bien dans ces pays-là. Il y a une société, la société laitière Yili, qui fournit du lait à plus d'1,4 milliard Chinois, s'intéresse par exemple à cette démarche. Pour ma part, moi je reste en France en tant que consultant freelance pour aider des sociétés. Mais en tout cas, on a prouvé que c'était possible d'observer à la maison. Donc on met un capteur sur une porte de placard et on sait si c'est le placard à bonbons, on sait que la personne a mangé des bonbons. Il y a également, donc utiliser les objets connectés dans les études, ça ne veut pas dire utiliser des objets qui existent déjà. Ça ne veut pas dire Google Glass, iWatch, etc., Apple Watch, etc. Mais ça peut être, dans certains cas, d'utiliser des objets comme Cookéo, par exemple. Voilà. Et il y a également des imprimantes. Maintenant, Hewlett Packard facture à l'usage l'impression. Vous n'avez plus à acheter de cartouche d'encre, c'est un objet connecté, ça remonte l'information sur votre usage à Hewlett Packard. Hewlett Packard vous envoie automatiquement des cartouches d'encre quand vous en avez besoin. C'est une réinvention du business model avec les objets connectés. Et donc un objet connecté qui permet la facturation à l'usage pour l'industriel permet donc l'étude des usages. Toutes sortes d'objets connectés sortent, on en a étudié beaucoup, des poêles connectés, des verres connectés comme Vécile par exemple, pour savoir exactement analyser ce que vous avez bu. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait placer des caméras absolument partout, et que les endroits où on pouvait placer des caméras étaient parfois, ou des capteurs pour avoir de l'information, étaient parfois assez surprenants. Une étude lessive, on peut connecter une machine à laver par exemple. Les capteurs arrivent aussi dans le domaine du retail et de la distribution. Alors dans la distribution, pour observer les comportements, on sait déjà depuis longtemps faire du eye tracking par exemple, analyser des linéaires, tout ça n'est pas nouveau, savoir quel endroit les gens regardent. Mais on a aussi des initiatives comme Darty avec son bouton connecté, où il est capable de récupérer des données. Et en fait, le bouton connecté Darty n'est rien d'autre que trois choses: garder un lien avec le client, même si ça n'est pas le client d'un produit acheté chez Darty. C'est un moyen d'avoir des retombées, un retour de données sur l'utilisation qu'il fait des produits. C'est un moyen de vendre de l'assurance, puisque s'il y a une panne, on vous appelle, et on appelle qui? On appelle Darty. Donc des objets comme le bouton Darty sont une autre preuve que l'électronique peut permettre de améliorer la relation client et faire remonter des données. C'est le cas aussi dans les distributeurs automatiques qui permettent que vous achetez des bouteilles de Coca-Cola ou de boissons, de snacks et autres. Et alors au départ, connecter les distributeurs, au départ, c'était fait pour optimiser le parcours logistique, pour que les camions n'aillent pas remplir un distributeur qui n'est pas vide. On arrive à optimiser les tournées, mais ça fait remonter des informations, et donc les distributeurs automatiques informent les marques, font remonter des données de vente. Dans la distribution, on voit également des initiatives robotiques. Un ami à Shenzhen qui a lancé Simbe, qui est un robot qui vient en linéaire. On va voir ça dans certains magasins dans les 2 ans qui viennent, qui vient en linéaire, qui scanne le linéaire et qui vous reporte, qui fait une étude, une analyse de tous les produits en linéaire, une analyse automatique. Ce produit il est mal placé, ce produit il est tombé, le prix est incorrect, il manque quelque chose ici. Dans la distribution, on peut également suivre, alors il y a une expression, c'est suivre le panier de la ménagère. Maintenant, les instituts d'études peuvent littéralement suivre le panier de la ménagère en mettant des capteurs sur le panier ou sur un caddie, de manière à pouvoir suivre le parcours dans les magasins, savoir exactement quels sont les parcours, le Customer Journey. D'autres technologies comme les beacons, vous en avez entendu parler pour déclencher des promotions. Vous arrivez dans un magasin à côté des vêtements qui vous plaisent,
et automatiquement on reconnaît votre smartphone et le beacon pousse une promotion sur votre smartphone en disant attendez, ne partez pas, si vous achetez maintenant vous avez une promotion sur ce produit-là. Mais les beacons peuvent aussi ne pas être liés à une alerte et à une promotion, peuvent juste être un moyen de géolocaliser des personnes de manière anonyme dans un magasin pour pouvoir suivre, pour pouvoir apprendre des choses, pour pouvoir donner des données, des informations aux annonceurs. D'autres technologies liées aux objets connectés, c'est les technologies d'analyse d'image qui permettent de suivre le nombre de personnes qui rentrent dans un magasin, le nombre de personnes qui en sortent, de savoir si c'est un homme ou une femme, s'il a un sac ou pas, quelle est la marque sur le sac, etc. Donc arrêtez de regarder uniquement les objets connectés du commerce. Il y a énormément de choses à inventer et à développer en dehors de cela avec les capteurs. Toutes ces montres, tous ces téléphones que nous avons sur nous également, si la géolocalisation est activée, nous suivent à la trace et on arrive, si vous allez sur Google et que vous tapez Google Location History, vous arrivez à retrouver la carte de tous les endroits où vous êtes allés dans le monde et même le parcours précis de vos déplacements à un moment donné. Donc on sait si vous vous êtes arrêté chez McDonald's ou chez Fauchon. Donc voilà, donc tous les objets vont être connectés. Je ne suis pas en train de vouloir faire une prophétie, parce que beaucoup des prophéties qui sont faites par les instituts, par Gartner et les autres ne sont pas forcément fiables, mais tous les objets vont être connectés, et en tout cas, tous les objets sont connectables. Voilà, vous avez beaucoup grossi, Madame Martin, votre cholestérol a augmenté, puis comme elle vient de jeter un papier gras, il y a la poubelle qui vient d'analyser le papier. Rapidement, une autre chose, c'est que quand on veut avoir des données sur les usages, savoir qu'une porte s'est ouverte ou pas, c'est bien, mais il y a aussi une évolution de la technologie des caméras. Quand on veut savoir si ce que quelqu'un prend pour le petit déjeuner, c'est bien de lui demander, c'est mieux d'avoir une photo. Jusqu'à présent, pour observer tout ça, il fallait s'équiper de grosses caméras et de gros systèmes, donc c'était pas forcément évident. Une innovation technologique avec Localize, Click and Walk, ce type d'application permet de faire de la self-ethnographie, c'est-à-dire de demander aux gens de s'auto-photographier et de reporter des choses. Mais là, on a l'effet Facebook qui est je veux me mettre en valeur, je ne vais me montrer que dans une situation idéale, je vais théâtraliser ma situation. Comme l'exemple, par exemple, si une marque de sport dit montrez-nous ce que vous faites, on obtient ce genre d'image, alors qu'en fait, la prouesse n'existe pas. Voilà. Donc les progrès de miniaturisation et d'autonomie des caméras permettent maintenant d'enregistrer et de filmer des consommateurs avec leur accord. On voit la taille d'une caméra de smartphone, on voit la taille d'une caméra par rapport à une pièce d'1 centime. Donc il y a énormément de nouvelles choses à inventer dans les études, au-delà de l'expérience What's Home. Dans les caméras, rapidement, on a également des caméras à 360 degrés qui sortent, comme celle de Richard Ollier, Gyroptique, qui vont permettre de filmer à 360 degrés des comportements. Donc tout ça est très intéressant. Alors évidemment, il y a aussi l'arrivée de caméras de vidéosurveillance. Nous nous habituons tous à être observés par des caméras. Voilà. Donc voilà, par exemple, la caméra Dropcam de Google. Les algorithmes informatiques se développent également, il est possible maintenant d'analyser les émotions. Il y a une société américaine qui s'appelle Affectiva qui fait ça merveilleusement bien. On peut analyser ce que vous avez dans votre assiette, on peut reconnaître un chat d'un chien, enfin sans cesse il y a des nouvelles applications. Les lunettes également, les lunettes avec caméra permettent de filmer en mode point of view, point de vue de l'utilisateur. Donc vous êtes en train de faire la cuisine, on voit votre évier, on voit ce que vous voyez, ça peut être intéressant, mais il y a des problèmes, voilà, on parle des Google Glass qui vont ressortir dans quelques mois, il y a toujours des soucis d'autonomie, c'est pas évident, les images tremblent énormément, analyser ça c'est très compliqué. Par contre, il y a de bonnes idées, comme par exemple accrocher une caméra sur quelqu'un, ou accrocher une caméra sur quelqu'un. Voilà. Voilà. Ensuite, pour terminer, l'analyse vidéo permet de reconnaître il y a de plus en plus de moyens de reconnaître, voilà, c'est un cheval, c'est un poney, c'est un garçon, c'est une femme, c'est un ci, c'est un ça. Donc en croisant les données d'usage des objets qu'on utilise, en croisant l'analyse de reconnaissance d'image, en croisant l'analyse des émotions, des chats, des chiens, etc., on arrive à faire des miracles. Voilà, Affectiva pour l'analyse des émotions. Mais il faut réfléchir ensuite à un outil de visualisation parce qu'on se retrouve avec trop de données. Voilà ce que j'ai appris en 2 ans sur le domaine de l'électronique pour les études. Merci beaucoup.
Donc maintenant, on va passer à la partie communication. Donc, je vais laisser la parole à